Bonjour à tous. Donc, merci Marc pour l'introduction et merci à Sirena et également Adèle pour l'organisation et pour nous avoir invités à présenter lors de ce workshop. Donc, au programme, je vous propose une présentation qui se déroulera en 3 temps. Voilà. Une première étape où on reviendra sur ce qu'est l'intelligence technologique dans les grandes lignes, et comment elle peut venir en soutien de votre prise de décision stratégique, notamment dans une phase d'internationalisation. Une seconde étape, qui elle viendra présenter succinctement 2 exemples d'études afin de vous apporter des exemples concrets d'éléments de réponse que l'on peut apporter aux problématiques d'internationalisation. Et enfin, une troisième partie qui présentera l'offre du service d'intelligence technologique afin de répondre à ce besoin de compréhension de l'environnement international et vous apporter les éléments de réponse pertinents relatifs à vos problématiques. Donc déjà, pour commencer, l'intelligence technologique, c'est quoi? Donc, c'est une sous-brique de l'intelligence économique, qui est un terme dont vous entendez sûrement beaucoup plus parler depuis plusieurs années. Et cette sous-brique, elle s'intéresse plus particulièrement à tout ce qui est enjeu d'innovation et à l'analyse de l'environnement technologique des organisations. Donc, par organisation, j'entends à la fois les acteurs publics et privés, et notamment les entreprises, et ce, quelle que soit leur taille. Donc, ça va aller de la grande entreprise jusqu'à la jeune entreprise innovante, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Bien sûr, je vais... hop là, pardon. Donc voilà, je vais rien vous apprendre ici, et vous savez tous que les environnements technologiques dans lesquels s'inscrivent les entreprises, dans lesquels vous vous inscrivez, sont de plus en plus mouvants, que la compétition fait rage. Cette compétition, elle est alors aussi bien sur le national qu'à l'international, et voilà, il faut jouer un peu des coudes pour se faire une place, où on doit souvent faire mieux, différemment et avant les autres, pour pouvoir développer et profiter d'un avantage concurrentiel. Donc à ce titre, il devient indispensable pour l'entreprise, mais également pour le porteur de projet, de bien cerner son écosystème d'innovation, aussi bien national qu'international, mais également de suivre son évolution de façon continue, ce qui va lui permettre de développer un avantage compétitif. Donc, vous connaissez tous cette célèbre estampe japonaise, voilà, la grande vague de Kanagawa Dokusai, qui va nous servir à véhiculer un message relativement important. Donc, si on fait l'analogie de l'entreprise comme étant un bateau naviguant sur les flots, il paraît évident que quand on se lance dans une traversée, qui plus est longue, avec une destination qui va être lointaine, il est crucial de se tenir au fait des conditions de son environnement, que cela soit avant de se lancer pour définir la meilleure trajectoire possible en fonction de ses ressources, mais également au fur et à mesure, car cette destination, elle peut changer, les conditions environnementales peuvent évoluer favorablement ou non, et il peut y avoir d'autres acteurs qui vont naviguer vers ce même objectif que vous avez fixé et qui peuvent alors nous bloquer la route. Donc, il va être alors nécessaire de venir modifier cette trajectoire en conséquence, sous peine de devoir affronter des mers et des environnements un peu trop violents. Et là, je pense que vous connaissez tous l'histoire du Titanic. Donc, cette constatation, elle est d'autant plus vraie pour les petites entreprises qui vont avoir, par nature, des ressources limitées, vont avoir un droit à l'erreur réduit et vont devoir réaliser les meilleurs arbitrages. Donc, ça paraîtrait totalement absurde de se lancer en pleine tempête si on n'est pas équipé en conséquence, avec une trajectoire qui est cohérente avec cet environnement. Ainsi, faire de l'intelligence technologique, ça consiste à venir équiper notre projet ou entreprise d'une capacité à venir surveiller et surtout analyser l'évolution de son écosystème d'innovation pour en tirer un avantage compétitif, comme dans le cadre aujourd'hui d'une phase d'internationalisation, de choix de marchés à viser, de zones géographiques à sélectionner par exemple pour l'extension de ses brevets, ou encore pour venir identifier des partenaires ou des concurrents. Et cependant, si ce devoir de surveillance et d'analyse semble assez logique, présenté tel quel, afin de mieux cerner les menaces et opportunités de son environnement d'affaires, ça représente néanmoins un travail à la complexité qui est croissante. Et pour soutenir ces propos, je vais vous présenter 2 exemples. Donc, si on s'intéresse au brevet dans un premier temps, qui représente une des matières premières de l'intelligence technologique pour identifier les acteurs qui ont une activité inventive sur un domaine technologique et qui nous permet donc d'analyser les écosystèmes d'innovation, cette complexité, elle saute assez rapidement aux yeux.
Et par rapport à ça, je vous donnerai 3 éléments chiffrés issus d'un rapport de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle de 2020. Donc le premier chiffre, c'est en 2019, il y a eu plus de 3 millions de brevets qui ont été déposés dans le monde, ce qui représente en 10 ans une augmentation de près de 70% des dépôts de brevets. Le deuxième, si on rapporte ce nombre de brevets déposés à l'heure, on se retrouve avec plus de 350 brevets déposés. Donc là, ça doit déjà faire une dizaine de minutes qu'on parle. Donc, ça doit faire à peu près 60 brevets qui ont déjà été déposés. Donc, on se rend compte que ça va relativement vite. Et enfin, troisième chiffre, c'est que parmi ces 3 millions de brevets déposés en 2019, il y en a 43% qui sont d'origine chinoise. Donc, on se rend vite compte que cette course à l'innovation, elle est mondiale, que la concurrence est donc internationale, et que l'analyse de cet environnement technologique devient par conséquent toujours plus complexe au regard de cette volumétrie et rapidité d'évolution. Deuxième exemple concret de cette complexification des jeux concurrentiels, on a appelé ça comme ça, c'est le recours croissant aux collaborations. Alors vous inquiétez pas, hein, ça peut faire un peu peur, mais je vais vous expliquer comment interpréter ce graphique et le message qu'on souhaite faire passer. On a représenté ici ce qu'on appelle un réseau de collaboration du domaine de la silice dans le caoutchouc, voilà, qui est un élément qu'on retrouve dans la composition des pneumatiques. Et c'est pour ça que vous voyez à l'écran des acteurs issus de la chimie et des pneumaticiens, tels que Michelin, Dupont, Dow Chemical ou encore Sumitomo. Donc chaque nœud va ici représenter une entreprise qui a co-déposé un brevet. Et un lien entre deux acteurs, eh ben, ça va venir schématiser ce co-dépôt de brevet, qui est alors le signe d'une collaboration entre à minima deux acteurs. Mais voilà, ces collaborations, elles peuvent aller au-delà et impliquer 3, 4, 5 acteurs, voire plus. Donc on peut déjà apercevoir sur le réseau de gauche, qui représente ces collaborations entre 98 et 2008, que ce réseau est relativement dense et que bon nombre d'acteurs sont déjà inscrits dans une démarche d'open innovation à l'international. Cependant, si on représente exactement le même réseau sur le même domaine technologique, mais cette fois sur la dernière décennie, c'est-à-dire 2009-2019, on se rend compte que le réseau devient beaucoup plus dense et que le recours aux collaborations explose littéralement avec un nombre croissant d'acteurs sur le domaine. Donc les jeux concurrentiels et partenariales, ils se complexifient fortement et on se rend compte qu'il devient crucial aussi de savoir comment les partenaires, les fournisseurs, mais également les concurrents développent des collaborations pour améliorer leurs inventions ou encore se diversifier. Donc là, on se dit, le brevet, ça semble être une partie du problème un petit peu dans la complexification des environnements technologiques, et ça peut nous donner, à tort ou à raison, l'impression de nous noyer dans une masse d'informations un peu ingérable. Mais cependant, ça représente en contrepartie une solution qui va nous permettre de mieux naviguer dans cet environnement concurrentiel, et ça peut devenir une source d'avantages compétitifs et une aide à la prise de décision stratégique, notamment à l'international. Sur cette slide, vous pouvez apercevoir la première page d'une demande de brevet européen. Donc, si on passe en revue les différents éléments qui sont disponibles en son sein, on se rend vite compte que ce document, voilà, qui est avant tout un document juridique, ça peut devenir un outil stratégique. Et c'est avec ce prisme de lecture stratégique qu'on va venir analyser les corpus de brevets pour soutenir la compréhension de votre environnement technologique à l'international. Donc, on va retrouver dans ce brevet des informations sur les déposants et leurs adresses. On va avoir les inventeurs physiques. On va retrouver une information également sur tout ce qui est domaine technologique. Donc, en fait, il faut savoir qu'il existe un système hiérarchique de classement des brevets par domaine technologique d'appartenance afin d'identifier aisément les inventions et les domaines auxquels le brevet est relatif. Vous avez différents systèmes de classement qui existent, dont celui qui a la plus grande granularité, qui compte plus de 250 000 subdivisions. Donc, ça veut dire qu'on peut identifier finalement les domaines technologiques des inventions en usant de ces classes de façon assez fine. On va retrouver ensuite de l'information textuelle sur laquelle on va pouvoir requêter dans les bases de données brevets au travers des différents champs qu'on retrouve dans le brevet. On va avoir le titre, l'abrégé, les revendications dépendantes ou indépendantes, ou encore l'objet de l'invention ou la description. On va avoir des informations sur les dessins, une information également sur les pays protégés. Donc cette information, elle est aussi très intéressante,
car elle va nous permettre de localiser par les dépôts prioritaires les zones géographiques où se positionnent les acteurs ayant une activité inventive sur le domaine. Et les pays d'extension, ils vont nous donner une indication sur les marchés préemptés par ces mêmes acteurs. Et enfin, on va retrouver également différentes informations, notamment au niveau des dates, qui vont retracer les grandes périodes de vie du brevet. Donc là, vous allez me dire, l'intelligence technologique, ok, d'accord, c'est chouette, mais globalement, à quel type de questions on peut apporter des éléments de réponse et comment ça peut m'aider dans une phase d'internationalisation. Donc là, on va vous présenter un grand panel des questions auxquelles on peut adresser, toujours avec une coloration internationale, sachant qu'il existe derrière une myriade de problématiques auxquelles on peut apporter différents éléments de réponse. Donc la première question, c'est quelle dynamique internationale? Ici, on peut identifier au niveau monde quelles sont les zones les plus actives en termes d'activité inventive. Donc cela, ça va permettre dans un premier temps de rendre compte de la structuration mondiale du domaine technologique et si certaines zones sont plus actives que d'autres. On va avoir la question, quels sont les acteurs qui sont positionnés sur une zone géographique? Donc une fois qu'on a fait ce premier état des lieux mondial, on peut se focaliser sur l'analyse d'un écosystème national en particulier. Donc ça peut être l'Allemagne, les États-Unis ou encore la Chine, pour identifier quels acteurs sont présents sur ce territoire, quelle est leur typologie, est-ce que ce sont plutôt des acteurs privés, des grands groupes, des startups, ou au contraire plutôt des acteurs publics avec des instituts ou des universités. Donc ça va permettre de savoir à quel écosystème local on risque de se frotter dans une optique concurrentielle ou quels pourraient être les partenaires potentiels au sein de ces zones géographiques spécifiques. On va également pouvoir voir avec qui les acteurs collaborent. Afin de mieux cerner les stratégies déployées par certains déposants, on peut retracer les acteurs avec qui ils collaborent. Est-ce qu'ils sont plutôt dans une logique science-industrie, entre industriels? Et on va pouvoir identifier quelles compétences ils recherchent par le biais de ces collaborations. Et ça va nous permettre de surveiller comment des concurrents potentiels, des fournisseurs, voire des partenaires, développent un réseau partenarial au local, mais également à l'international. On va également pouvoir voir quels sont les marchés qui sont préemptés par ces acteurs. En analysant, je vous ai parlé tout à l'heure des pays de dépôt de brevets, en analysant ces mêmes informations, on va être en mesure d'identifier les pays où les acteurs protègent leurs inventions, qui est alors le signe d'une visée marché associée à la technologie brevet. Et enfin, dernière grande question, qui est quel concurrent ou partenaire potentiel. Donc là, on se rend bien compte que toute cette analyse préalable, elle va nous permettre de développer une connaissance approfondie de l'écosystème international et les pays d'intérêt selon la problématique du dirigeant. Et selon cette même problématique, on pourra être en mesure d'apporter des éléments de réponse sur les acteurs d'intérêt et savoir s'il faut mieux aller sur telle zone géographique ou une autre, et si ce sont plutôt des partenaires ou des concurrents. Donc, je vous propose désormais de passer à la deuxième partie de la présentation qui est dédiée aux exemples pour vous apporter un petit peu plus de concret. Donc, dans ce premier exemple, qui a mobilisé les brevets, on s'est intéressé à une combinaison de différentes briques technologiques dans le domaine du sport. Donc, je vous présenterai 4 grands indicateurs et malheureusement, on ne pourra pas non plus rentrer trop dans les détails de l'étude, pour des raisons de confidentialité. Donc, la première étape de l'étude, c'est toujours la mise à plat du besoin et la définition conjointe d'une requête avec le dirigeant ou l'expert de la société pour récupérer un corpus de brevets dans les bases de données qui sera le reflet de notre domaine technologique. Donc, dans un premier temps, on a rendu compte de ce qu'on appelle la dynamique inventive mondiale afin de voir quel était l'intérêt porté à la technologie selon différentes périodes temporelles. Donc, dans notre cas, on voyait un intérêt qui était croissant marqué au domaine technologique sur les dernières années, dans la mesure où les dépôts annuels s'accéléraient fortement. Ensuite, on s'est intéressé à la répartition de ces dépôts de brevets au niveau monde afin d'identifier quels étaient les pays qui étaient dotés d'une activité inventive sur le domaine. Et ça nous a permis d'identifier une polarisation des dépôts prioritaires sur certaines zones géographiques, comme on peut le voir à l'écran avec le rouge foncé,
qui sont représentés par les États-Unis et la Chine, même s'il y avait également d'autres zones actives, mais dans une proportion un peu moins. Selon la même logique, on a cette fois représenté les extensions de brevets afin d'identifier les marchés ciblés par les acteurs du domaine, où nous retrouvions toujours cette fameuse double polarisation avec en parallèle l'apparition de nouvelles zones ciblées. Donc ces informations sur les zones géographiques d'intérêt, ça peut également nous permettre d'identifier quelles sont les zones où vous devrez potentiellement étendre vos inventions parce qu'on se rend compte qu'il y a un intérêt marché, vu que tous les acteurs vont venir étendre leurs inventions sur ces zones géographiques. Enfin, dans la même logique, on est venu identifier les principaux acteurs ainsi que leur typologie, alors cette fois au niveau monde, afin de rendre compte des acteurs qui étaient inscrits dans le domaine technologique d'intérêt. Voilà. Cependant, encore une fois, il est possible d'aller beaucoup plus loin dans l'étude et d'apporter de la granularité en fonction de la problématique posée, qui pourrait être, par exemple, de venir étudier en détail le territoire américain ou chinois, parce qu'on se rend compte qu'il se passe des choses là-bas et on a besoin de mieux comprendre la structuration de ces écosystèmes. Il y a un peu de musique. Ça peut nous permettre aussi d'identifier, on peut aller plus loin en identifiant sur une de ces zones un partenaire académique pour développer notre solution et favoriser par la suite son adoption. Ou encore, on pourrait très bien réaliser des monographies d'acteurs étrangers pour mieux cerner leur stratégie globale, toujours dans cette optique où on se dit, est-ce que c'est des concurrents ou des partenaires potentiels. Je vous propose de passer sur le deuxième exemple, cette fois qui est un peu plus spécifique et qui est issu d'un cas d'étude qui portait sur l'identification de centres d'expertise et de personnes dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée au domaine de la santé. Et pour ce faire, on a utilisé les publications scientifiques, qui sont une des autres matières premières en complément du brevet pour venir analyser les environnements scientifiques et technologiques. Donc, toujours après avoir mis à plat le besoin et défini conjointement une requête avec le dirigeant pour récupérer ce fameux corpus de publication, cette fois, on a analysé ce dernier et ça nous a permis de venir cartographier, par exemple, les États-Unis. Donc là, on a représenté sur cette zone géographique les villes qui avaient une activité de publication et la taille du nœud, elle est alors proportionnelle au nombre de documents publiés. Donc cette première étape, elle permet d'apporter des éléments de compréhension sur la structuration géographique de l'écosystème national. Hop là, pardon. Voilà. Donc une fois que ça a été réalisé, on continue d'apporter de la granularité en représentant cette fois les principaux acteurs selon le nombre de publications, en distinguant encore une fois les acteurs privés des acteurs publics. Donc si on a réalisé ici un classement selon un critère qui est quantitatif, qui est le nombre de publications détenues par affiliation, on aurait très bien pu utiliser un autre critère, cette fois qualitatif, qui aurait pu utiliser le nombre de citations reçues pour voir quel était un petit peu l'intérêt porté à ces différentes affiliations. Et encore un niveau de granularité supplémentaire, c'est l'identification d'experts du domaine. Donc il faut savoir que derrière ces entités publiantes, on est en mesure de représenter les principaux auteurs en termes de publications et de quelles entités ils sont issus afin d'identifier les experts et les potentiels key opinion leaders qui représentent des portes d'entrée privilégiées, car par exemple, ils pourraient bénéficier d'un réseau de co-auteurs importants et pourront potentiellement diffuser notre solution de par l'importance de leur réseau qu'on aura pu préalablement identifier lors de l'étude. Et cette notion de réseau, ça m'amène également à vous présenter un quatrième indicateur qu'on a mobilisé, qui est le réseau de collaboration des acteurs ayant publié aux États-Unis. Donc, au sein de ce réseau, on est en mesure d'identifier ce qu'on appelle des communautés, qui en fait sont des regroupements d'acteurs qui favorisent le travail et les collaborations entre eux, qu'on peut notamment distinguer dans ce réseau par l'appartenance à un même code couleur. Donc ainsi, si vous collaborez avec un acteur d'une certaine communauté, disons Siemens, que vous voyez en haut à gauche du réseau, là entouré en jaune, vous aurez une probabilité plus forte de tisser des liens avec des acteurs issus de cette même communauté, tels que l'Université de Chicago.
Par contre, vous retrouvez un petit peu plus éloigné que la clinique Mayo, là que vous voyez tout en bas du graphique, qui appartient à une autre communauté et donc vous serez potentiellement plus éloigné. Donc en fait, cette représentation, elle permet aussi d'étudier quelles relations partenariales entretiennent les acteurs entre eux, aussi bien dans cette fameuse vision partenariale, où on va souhaiter identifier la bonne institution en fonction des relations qu'elle entretient avec son écosystème local et international et selon les objectifs que vous êtes fixés, mais également dans une vision concurrentielle où identifier les relations que nouent vos concurrents, c'est important pour votre vision stratégique. Donc cette étude qui se basait sur les publications, elle aurait pu évidemment être totalement transposable sur une entrée basée sur les brevets. Et enfin, cette slide, elle est juste là, voilà, pour vous montrer un exemple de restitution type d'une étude qui, dans ce cas, est issue du niveau le plus avancé d'études que nous proposons, qui est l'étude approfondie, qui, dans ce cas, portait sur les batteries lithium-ion, voilà, qui est un livrable, qui compte en général une cinquantaine de slides. Alors après, ça peut évoluer afin de répondre, voilà, aux différentes problématiques du dirigeant. Donc ainsi, vous l'avez bien compris, pour naviguer dans cette masse d'informations et donc collecter, nettoyer et analyser des corpus de plusieurs centaines, milliers, voire dizaines de milliers de brevets ou de publications pour en extraire l'information stratégique, ça nécessite d'avoir recours à des outils adaptés ainsi qu'à une expertise dans l'analyse des écosystèmes d'innovation. C'est d'ailleurs pas pour rien que de plus en plus, on voit que tous les grands groupes industriels se dotent aujourd'hui de services dédiés à l'intelligence économique et technologique pour soutenir leur stratégie globale, mais également leur stratégie de propriété industrielle et d'internationalisation, et donc préserver et développer ce fameux avantage compétitif. Et en fait, c'est exactement ce qu'on souhaite apporter comme service en le rendant accessible aux startups deep tech de la région de Val-Aquitaine, accompagnées par les différentes technopoles régions. Donc, si je résume un peu tout ce que je viens de dire, il y a déjà eu pas mal d'éléments en 20 minutes. Ce qu'on souhaite faire avec ce service d'intelligence technologique, c'est permettre d'anticiper, bâtir l'avenir et innover continuellement. Alors, comment on fait ça? Tout d'abord, en développant la connaissance de son domaine technologique à l'international comme au national. De cette connaissance et analyse, on va être en mesure d'identifier des opportunités et des menaces issues de cet environnement d'affaires. Et ça va nous permettre également de se ressourcer et de développer sa créativité dans la mesure où on va identifier de nouveaux brevets, de nouvelles publications et donc aussi de nouvelles pistes de développement issues de toute cette information. Cette étude et analyse, elle va permettre également de venir en soutien de vos dossiers de financement, de vos projets, mais également de votre communication. Si vous avez une étude, une cartographie qui est claire et factuelle de votre environnement, de votre concurrence, vous serez plus à même de répondre aux questionnements et aux attentes des investisseurs, des financeurs et tout simplement du public par rapport à votre écosystème d'innovation et justifier potentiellement plus aisément votre différenciation technologique au regard de la concurrence. Donc tout cela, ça va permettre de soutenir l'orientation de votre activité d'innovation et de définir une stratégie de propriété industrielle qui va être en adéquation avec votre écosystème international. Et donc, le chapeau de cette démarche, en fait, c'est de venir soutenir votre pilotage stratégique. Donc voilà, l'intelligence technologique, c'est vraiment une démarche qui s'inscrit dans la vie de l'entreprise, dans la mesure où un tel service, ça peut être utilisé avant de lancer un projet pour identifier l'écosystème auquel on va devoir faire face et identifier quel est l'existant, mais également au cours de la vie de l'entreprise, pour suivre et analyser l'évolution de cet écosystème d'innovation. On a vu que ça bougeait très vite, donc c'est relativement important de suivre cette évolution. Mais également, on va pouvoir faire appel à ce service lorsqu'on cherche à investir un nouveau domaine technologique ou on cherche à investir aussi un nouveau périmètre international. Donc, à ce titre, une démarche de veille et d'intelligence technologique, ça peut se révéler être une aide précieuse à votre prise de décision stratégique. Donc, cependant, juste un petit point de vigilance. Voilà, ce que nous ne faisons pas et qui est une activité connexe, c'est tout ce qui est la notion de protéger et de garantir, qui sera
plus une mission où l'INPI pourra venir vous aider, ou encore tout ce qui va être brevetabilité ou liberté d'exploitation, qui sont des activités qui sont inhérentes à l'activité d'un cabinet de propriété industrielle. Enfin, dernier point de ma présentation que je vous avais énoncé au début, voilà, qui est relatif à l'offre que nous proposons pour répondre à vos problématiques dans cette démarche d'internationalisation, voire plus générale de compréhension de votre environnement. Il faut savoir que notre offre, en fait, elle se comporte de 4 modules d'analyse qui vont venir se scinder en 2 grands blocs. Donc, le premier, il va être relatif à la partie études, où nous allons retrouver 3 niveaux distincts. Donc, on va avoir le diagnostic qui va permettre d'appréhender la dynamique globale de votre domaine technologique. On va avoir l'étude flash qui va permettre d'analyser plus en détail cet environnement. Et enfin, on va retrouver l'étude approfondie qui va permettre de développer une connaissance beaucoup plus fine de votre écosystème. Donc là, comme vous l'aurez compris, la différence entre ces études, en fait, c'est lié au temps alloué, qui va être un choix qui sera fonction de la mise à plat du besoin réalisé avec le porteur de projet et du spectre des problématiques qu'on aura à traiter. En fait, si le diagnostic possède un déroulé relativement cadré et apporte déjà un certain nombre d'éléments de réponse, l'étude flash et l'étude approfondie correspondent à des études qui vont plus être à façon et qui permettront d'aborder dans le détail les problématiques spécifiques du dirigeant auquel il souhaite avoir des éléments de réponse. Enfin, notre dernier module, qui correspond au deuxième bloc dont je vous parlais tout à l'heure, est relatif à la partie veille. Donc ce service, il va venir proposer de suivre pendant 1 année les nouveaux dépôts de brevets du domaine technologique de votre choix au travers de 12 alertes mensuelles que vous recevrez directement par mail. Et ça va vous permettre de dégager le temps qui est normalement alloué au processus de collecte, de tri, de traitement, voilà, de veille globale, pour que vous puissiez l'allouer directement à l'analyse de ces nouvelles inventions pour évaluer le risque ou l'intérêt de ces nouveaux entrants sur votre domaine. Alors, comment ça se passe, ce processus, quand on fait appel à ces deep tech? En général, c'est finalement un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, où il y a une présentation de l'offre. Bon, certes, il n'y a pas la partie compréhension du besoin. Mais voilà, c'est quelque chose où on va être 3 autour de la table. On va avoir en général le porteur de projet, le startup manager associé de la Technopole et moi-même. Voilà, présentation de l'offre, on va venir comprendre le besoin inhérent du porteur de projet. Ensuite, on va avoir une partie questionnaire de préparation et réunion de lancement. Et une fois qu'on a fait ça, donc cette deuxième partie est assez itérative, voilà, parce qu'il faut vraiment s'assurer qu'on va vraiment répondre aux problématiques du dirigeant. Et une fois qu'on a fait ça, l'étude se lance et il y a un rendu intermédiaire dans le cadre de l'étude approfondie, voilà, parce que c'est une étude qui dure quand même 15 jours. Il faut s'assurer qu'on va dans la bonne direction. C'est pour ça qu'on préfère faire un rendu intermédiaire. Et ensuite, vous avez un rendu final, voilà, que ce soit pour le diagnostic, l'étude flash ou l'étude approfondie. Voilà, et là, on vous a fait un petit feedback de certaines entreprises qu'on a pu accompagner. Donc, on a Libu, WeDrop, Entropy. Il faut savoir, voilà, qu'aujourd'hui, on a réalisé un peu plus d'une vingtaine d'études auprès de différentes startups de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas à me les transmettre. Je vais revenir en vidéo. Merci. Est-ce que vous avez quelques questions? Autrement, à ce stade, on pourra peut-être prendre des questions à la fin, peut-être pour. On prend la fin plutôt. Je te laisse peut-être faire la transition avec l'intervention de Caroline sur effectivement les outils et les enjeux de stratégie de propriété intellectuelle suite à ta présentation, peut-être. Ouais, très bien. Écoutez, du coup, je vous propose de passer maintenant à la présentation de
de Caroline Marquet, voilà, de l'INPI, qui va vous présenter justement sur comment l'INPI peut vous accompagner dans cette internationalisation, voilà, qui est notre sujet aujourd'hui, et comment tout ce qui va être propriété industrielle est un élément différenciant et que vous devez vraiment prendre en compte dans votre stratégie globale et notamment à l'international. Voilà. Caroline, si tu veux bien, je te laisse la main. Ok, merci Alexandre. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caroline Marquet, adjointe au délégué régional de l'INPI Nouvelle-Aquitaine. Et je serai accompagnée en guest star là, de Caroline Rollhausen, qui est un de nos experts internationaux basé en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc, voilà, je vois qu'elle est là, mais qu'elle ne met pas son écran parce qu'elle le mettra tout à l'heure pour éviter que ça saute. Voilà, merci beaucoup de m'avoir invitée dans cette matinée Sirena. Donc, merci pour votre accueil. Moi, ma présentation, elle va bien compléter celle d'Alexandre, effectivement, parce que quand une start-up part à l'export, il est absolument indispensable de connaître son environnement concurrentiel, qu'elle connaisse son environnement concurrentiel. Donc, elle ne peut pas faire l'impasse, en fait, sur une veille dans le monde, enfin au moins, à tout le moins, dans ces pays d'intérêt. Donc voilà, donc en une demi-heure, on a juste le temps en fait de vous transmettre les bonnes pratiques propriété intellectuelle à l'international. Alors, je vais partager également mon écran, à moins que… Alors, hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon? Oui, voilà. C'est parfait. Nickel. Donc voilà, donc je vais vous donner un peu les bonnes pratiques propriété intellectuelle à l'international et comment l'INPI peut vous accompagner à la fois avec nos accompagnements et bien nos experts dans votre stratégie de propriété intellectuelle à l'international. Alors, un tout petit rappel pour vous dire que une stratégie de propriété intellectuelle, elle va intervenir à tous les stades de développement d'un projet d'innovation. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête dès le début, dès le stade de l'idée, les réponses de propriété intellectuelle. Lorsque vous vous posez, lorsque les startups se posent les questions de R&D, les recherches de solutions, la faisabilité juridique, elle peut, par une veille, comme on l'a vu à l'instant, trouver des moyens de créativité, identifier ses concurrents, déterminer les pratiques de secteur, avoir aussi un sentiment sur la nouveauté de ce qu'elle propose, parce que ça peut lui paraître innovant sur le marché, mais en allant consulter les bases de données, on s'aperçoit que ça l'est pas toujours. Et aussi question très importante, la liberté d'exploitation dont Alexandre nous a parlé. Il est clair que si on passe 2 ans à développer un produit et qu'il a déjà été breveté dans un pays, on peut se situer en situation de contrefaçon. Au niveau du développement de la R&D, développement des applications, repérage des marchés, il est important aussi dès le départ de bien se demander à qui appartient la propriété intellectuelle et de se la faire céder dès le début, parce que c'est pas quand on aura des partenaires, des clients, qui sera temps de se faire céder la propriété intellectuelle pour pouvoir l'exploiter. Vous comprenez bien que si la start-up a des marchés à l'étranger et qu'elle ne s'est pas sécurisée au niveau de la titularité de la propriété intellectuelle, ça pose un vrai souci lorsque c'est tard et qu'elle est déjà partie à l'export. Aussi, un point à avoir en tête, c'est aussi tracer ses travaux en interne et prendre date, parce que ce qu'on a développé n'est pas toujours brevetable, mais c'est pas pour autant que c'est pas protégeable et valorisable. Donc, il faut absolument sécuriser ces travaux par de la prise de date, de la formalisation dans des moyens type enveloppe solo, blockchain, moyens de dépôt électronique, etc. Et bien entendu, ça c'est très important parce qu'on le voit encore beaucoup dans les projets de start-up que l'on rencontre, conserver le secret tant que la décision de brevet n'a pas encore été prise. Parce qu'une des conditions, une condition de validité du brevet, c'est bien la nouveauté.
Même si, par exemple, il y a des dispositions aux États-Unis qui donnent un délai de grâce de 12 mois pour tester un peu son produit, de manière générale, il faut absolument conserver le secret parce que dans la plupart des pays, la condition de dépôt d'un brevet, c'est la nouveauté. Hein. Donc, si ça a été divulgué à un salon ou à l'export ou je ne sais où à un client sans accord de confidentialité, ça peut poser un souci. Au niveau du lancement de votre produit, de la présentation de l'innovation, de la divulgation, des pistes d'exportation, c'est déjà à ce moment-là qu'il faut se protéger avant de divulguer ce qu'on disait et anticiper les extensions et bien entendu, ce qu'on a vu tout à l'heure, vérifier la liberté d'exploitation. Il faut savoir que lorsque vous déposez dans un pays d'origine, donc on va partir de la France, ça fait naître un droit de priorité. Un droit de priorité qui est un peu une période qui permet de réfléchir, de tester ses produits, de rencontrer les distributeurs. Mais il faut avoir en tête qu'il y a donc des délais à respecter. Et ensuite, au niveau de l'exploitation, eh bien, la gestion du portefeuille, c'est-à-dire les renouvellements, les paiements d'annuités, la défense de ses droits, etc., etc. Ça, c'était une vue pour bien sensibiliser en fait les startups au fait que la propriété intellectuelle, c'est vraiment à chaque stade de développement et qu'il faut y penser le plus tôt possible, l'intégrer dans sa réflexion parce que sans connaissance en fait de son environnement, il peut y avoir des risques après importants. Alors nous, je vais essayer d'avancer. Voilà, les étapes préalables pour aller à l'international. La première chose que l'on recommande, c'est que la propriété intellectuelle dans votre entreprise doit d'abord être protégée sur le marché d'origine. C'est-à-dire que lorsqu'on est une entreprise française, il est déjà important d'avoir des droits solides en France. Il faut savoir que un dépôt qui peut paraître anodin pour une start-up au départ, eh bien, par exemple, je vais partir de l'exemple d'un dépôt de marque. Souvent, ce dépôt de marque, c'est lui que l'on va étendre à l'étranger. Donc, finalement, il est très important d'avoir un dépôt qui soit bien fait dès le début. Et on va voir pourquoi, parce que ça peut avoir des implications pour l'étranger. Alors, une stratégie nationale forte, ça veut dire d'abord d'identifier, c'est toujours la même chose, d'identifier quels sont les moyens de protéger son innovation. Alors, on pense, bien sûr, c'est le cas qui nous intéresse principalement, la propriété industrielle, c'est-à-dire que tous les titres, brevets, marques, dessins et modèles qui peuvent faire l'objet d'un dépôt, il faut les déposer correctement. C'est-à-dire que des marques, on peut en avoir plusieurs. Les brevets, les dessins et modèles. Donc, les brevets, je rappelle rapidement, sur les produits et les process techniques innovants, les marques sur les signes d'identification qui vous permettent de vous distinguer de la concurrence, et les dessins et modèles sur l'apparence esthétique. Alors, ces titres-là, bien sûr, requièrent un dépôt. Il faut savoir que seul le dépôt va faire naître un droit et la possibilité d'aller ensuite s'étendre à l'étranger. Et après, il y a tous les droits annexes, notamment tout ce qui est droit d'auteur, qui va venir protéger tout ce qui est logiciel. Même si, par exemple, aux États-Unis, on peut déposer des brevets sur les logiciels. Alors, maintenant aussi en France, sur beaucoup de résultats techniques qui sont générés par les logiciels, mais aussi sur les bases de données. Donc, même si ces droits ne nécessitent aucun dépôt, il faut quand même prendre date, comme je l'ai dit tout à l'heure, via des dépôts d'enveloppes solo, des cahiers de labo, de la blockchain, etc. Et il y a aussi le savoir-faire. Il faut savoir que le savoir-faire, c'est tout ce qui n'est pas divulgué, qui est substantiel et qui doit être conservé écrit. Mais il faut bien une formalisation nécessaire, protégée par le secret. Et là, c'est les contrats, les clauses de confidentialité qui permettront de se sécuriser vis-à-vis de l'externe, de ses partenaires, de ses clients, de ses distributeurs, de ses producteurs, etc. Donc, il est vraiment important, dès le départ, de sensibiliser les startups. Ça, en général, on arrive à les sensibiliser sur le fait que c'est des entreprises françaises. Il faut déjà qu'elles commencent par avoir une stratégie de propriété industrielle dans leur pays d'origine. Parce qu'en fait, avant d'aller se poser la question de l'export, même s'il faut quand même l'avoir en tête, il faut déjà avoir des droits solides là où on développe.
Alors, la stratégie de propriété intellectuelle, donc on l'a vu, doit être anticipée. Il n'y a pas de stratégie type. La stratégie d'extension des titres à l'étranger, elle est bien évidemment liée à la stratégie de développement de l'entreprise. Alors, il faut donc cibler ces pays en identifiant ses intérêts commerciaux. Un grand principe de propriété intellectuelle, c'est le principe de territorialité, qui veut dire qu'on est protégé uniquement sur les territoires sur lesquels on a demandé une protection. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir se prévaloir de contrefaçon aux États-Unis si on n'est protégé qu'en France. Donc, la question qu'il faut poser, que ces startups doivent se poser, c'est où sont mes marchés ? Donc, les pays producteurs, où sont mes clients, où sont mes concurrents ? Quelle est la pratique de mes concurrents? Et là, je rejoins Alexandre sur l'intérêt de faire des cartographies brevets, de faire de la veille pour voir quelle est la pratique du secteur. Est-ce que les concurrents déposent du brevet? Est-ce qu'ils ont l'habitude de déposer? Qu'est-ce qu'ils déposent? On peut aller consulter le brevet. Et enfin, quel type d'exploitation est envisagé? Est-ce que j'exploite directement ou est-ce que j'ai besoin d'un partenariat? Et là, je fais référence notamment en Chine ou aux États-Unis ou ailleurs d'ailleurs, où on a toujours des gentils partenaires qui se proposent d'aller déposer vos droits. Et je vous assure qu'en général, c'est beaucoup plus onéreux d'aller récupérer, quand c'est possible, et qui ne sont pas de trop mauvaise foi, d'aller récupérer, de se faire rétrocéder des droits d'ores et déjà déposés par un partenaire, que de les déposer directement en amont ou de préciser dans le contrat que c'est bien vous qui êtes propriétaire des droits et que c'est vous qui avez la maîtrise et qui allez procéder au dépôt dans les pays concernés. Alors, il faut aussi avoir quelque chose en tête, c'est que la stratégie doit être adaptée aux particularités propriété intellectuelle de chaque marché. Même si beaucoup de choses sont unifiées dans le monde, il y a quand même, chaque office a quand même sa manière d'apprécier sa manière d'apprécier les conditions de validité, a des contraintes administratives, des contraintes de langue qui ne sont pas négligeables. Donc, il faut se renseigner sur la réalité de protection dans les pays choisis. Alors, déjà, une question toute bête, c'est déjà se dire le nom que j'ai choisi en français, ça vous pouvez déjà le dire, ou bien sensibiliser les startups à ça, c'est est-ce que le nom que vous avez choisi, vous, n'a pas une signification à l'étranger qui serait néfaste, qui porterait atteinte à l'ordre public ou qui serait complètement anti-marketing. Donc déjà, le choix du nom, est-ce que déjà dans les langues étrangères, il n'a pas une signification qui vous imposerait d'avoir un nom différent pour chaque pays, hein. Donc ça, c'est quand même important, les règles et les spécificités locales. Les règles de validité, vous savez que nous, par exemple, en France, sur la distinctivité, on est de plus en plus sévère, hein, comme l'Europe. Donc la distinctivité, elle est appréciée pareil par tous les offices. Le choix aussi de ce que l'on va protéger, le signe à protéger. Aller en Chine et déposer votre marque en caractère latin, c'est sûrement opportun. Mais bien sûr, là-bas, il faut aussi déposer votre marque en caractère chinois, hein. Donc, est-ce qu'on fait une traduction, une translittération? Ça, c'est important de se poser la question en Chine parce que votre marque en caractère latin, c'est souvent pas celle qui va être exploitée là-bas et elle aura sûrement peu de similarité avec la version chinoise, hein. Donc, ça, c'est très important que lorsque vous envisagez un dépôt dans les pays asiatiques, d'envisager, bien sûr, le dépôt en caractère latin et le dépôt en caractère chinois. Donc, les contraintes de langue, on l'a vu. Les obligations aussi d'usage lors du dépôt. Il faut savoir que dans un pays, par exemple, comme les États-Unis, lorsque vous déposez une marque, vous êtes obligé de fournir soit une déclaration d'intention d'usage, soit une déclaration où vous attestez d'un usage antérieur. Donc, ça veut dire qu'il faut apporter des preuves de cet usage.
C'est-à-dire que ce n'est pas comme en France où vous pouvez être amené à devoir prouver l'utilisation de votre marque après le dépôt. Là, c'est au moment du dépôt, quand vous allez déposer auprès de l'USPTO, qui est l'Office américain, on vous demande de remplir un formulaire, d'ailleurs, et de payer une taxe supplémentaire, ou soit vous vous engagez à utiliser votre marque dans les 5 ans, soit vous apportez la preuve d'un usage antérieur. Ce qui veut dire aussi, c'est que lorsque vous faites un dépôt français, vous avez intérêt à ce que le dépôt soit impeccable au niveau du libellé de dépôt et corresponde vraiment à l'usage réel, à l'exploitation réelle, parce que si c'est cette marque-là que vous allez étendre au niveau de l'Office américain, eh ben, il faut que le libellé de dépôt que vous avez corresponde bien sûr à l'exploitation. Alors, il faut se demander aussi si c'est un pays à forte contrefaçon. C'est sûr que dans ces pays-là, c'est plus important d'aller se protéger. Et à l'inverse, dans certains pays où on a une exploitation, ça peut parfois ne pas se justifier d'aller déposer. Mais par exemple, en Chine, parce qu'on parle souvent de la Chine, c'est pas forcément le problème de la contrefaçon, mais c'est lorsque vous faites un dépôt, l'Office fait un examen de la disponibilité, ce qu'on fait pas du tout en France au niveau de l'INPI. Donc, comme il y a beaucoup de dépôts de mauvaise foi, si l'Office chinois repère un dépôt antérieur, même s'il est de mauvaise foi, ça peut vous empêcher, vous, d'aller protéger votre marque dans le pays. Donc, c'est d'où l'intérêt de vraiment anticiper la protection, les dépôts. Et puis, au niveau des coûts, dans la plupart des pays, quand vous allez regarder les taxes de dépôt, parce que c'est des informations qui sont accessibles sur tous les offices, les taxes de dépôt, elles sont… alors, c'est toujours un coût quand on est une start-up et qu'on démarre, mais elles n'ont rien à voir avec, je vous apprends rien, un procès de contrefaçon pour se faire rétrocéder les droits. Parce qu'au-delà des coûts, il y a des délais, etc. La question qu'il faut également se poser, c'est la possibilité pour un étranger d'agir dans le pays. Est-ce que les tribunaux sont bien compétents? Est-ce qu'ils sont efficaces? Donc, c'est pour ça que nous, on s'appuie sur un réseau d'experts internationaux, et d'ailleurs les cabinets de conseil en propriété industrielle ont leur réseau aussi, parce que ça peut être intéressant de les interroger sur les chances de succès, sur les coûts, etc. Et la possibilité de pouvoir faire respecter ses droits, et vous, la start-up, quelle est sa fiabilité financière? Donc toutes ces questions-là, c'est des questions stratégiques qui doivent être à l'esprit du déposant relativement tôt. Peut-être, Caroline, ce que je peux dire là sur ce sujet, c'est vrai qu'on peut tous témoigner effectivement de sociétés qui ont préparé leur stratégie internationale et qui ont dû changer de nom. Je pense particulièrement, par exemple, à geloumoncampingcar.com, où ils ont effectivement changé de nom et ils s'appellent maintenant YesCapa, pour avoir effectivement un nom qui sonne dans tous les pays qu'ils avaient visés. Et du coup, avec au préalable, effectivement, une recherche d'informations. Donc, ça peut très bien se faire aussi en 2 temps. Un premier temps où on a un nom de départ ou une marque de départ, et ensuite effectivement une nouvelle marque, mais du coup dont on fait bien attention de prendre en compte toutes tes recommandations. Voilà, mais c'est l'exemple qui me vient effectivement, c'est geloumoncampingcar.com qui s'appelle maintenant YesCapa. Voilà, alors comme tu le dis, donc là on rejoint aussi les conditions de validité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est confronté à vraiment une contradiction entre la logique marketing de l'entreprise qui veut communiquer sur ses produits et se faire connaître, et des exigences juridiques qui exigent une marque distinctive. Donc, c'est sûr que quand on a une marque comme geloumoncampingcar.com, c'est-à-dire que pour qu'elle soit enregistrée, il va falloir enregistrer avec des logos, il va falloir… voilà. Et puis, dès qu'on va aller à l'étranger, là, ça va être pire. Et comme tu le dis, là, on ne remplit pas les conditions vraiment d'une marque, à la fois au niveau de la langue et au niveau de la validité. Donc, de façon plus concrète, une fois qu'on a cette stratégie, et puis là, on est là pour vous aider à la mettre en place, eh bien, il faut passer à l'action, entre guillemets, et déposer. Alors, il y a des délais. Il y a bien sûr des coûts à anticiper, les délais aussi, les délais de priorité. Vous avez sûrement entendu parler du délai de priorité, notamment pour les brevets, c'est-à-dire que vous avez 12 mois et puis après 18 pour les phases nationales, mais c'est des délais qui sont incompressibles. C'est-à-dire que la surveillance du délai, notamment pour les brevets, elle est extrêmement critique parce que ce délai ne pourra pas être rattrapé.
Pour les marques et les dessins et modèles, on a des délais d'extension de 6 mois et il faut savoir que ces délais, même si on peut étendre après à l'étranger, pendant cette période de 6 mois, vous avez une espèce d'immunité, c'est-à-dire que toutes les marques qui vont s'être déposées dans cet intervalle ne vous seront pas opposables et vos dépôts étrangers auront la date de dépôt français. Donc, c'est des délais de réflexion, mais c'est des délais qu'il faut surveiller. Maîtriser aussi, par exemple, dans la Chine, on a des systèmes de propriété intellectuelle différents pour la Chine, Hong Kong, Taïwan, Macao. Pensez donc à la valorisation et bien sûr la défense. C'est quelque chose aussi, il y a les dépôts de marque, mais il y a aussi les douanes. Ça, nos experts internationaux peuvent vous donner de l'information. Par exemple, en Chine, on recommande fortement d'enregistrer ses droits auprès des douanes, à la fois les douanes françaises et les douanes chinoises. Pour la protection de vos droits, donc, comme on l'a dit en introduction, après avoir protégé ses droits en France, on a différentes voies de protection possibles, à la fois pour les brevets, les marques et les dessins et modèles. Et on a globalement 3 types de protection. Les dépôts directs, c'est-à-dire auprès des offices, on a des équivalents de l'INPI dans à peu près tous les pays du monde. Des systèmes régionaux, c'est-à-dire des protections groupées, comme la marque de l'Union européenne ou le brevet européen, et les systèmes internationaux comme la marque internationale ou le brevet PCT. Donc, pour le brevet, donc le dépôt auprès des offices de chacun des pays étrangers, cette démarche sera pertinente que si on a peu de pays, parce que sinon, il faudra multiplier les taxes de dépôt, les langues, etc. Donc, il y a possibilité après auprès d'un office régional. Vous connaissez l'Office européen des brevets, l'OEB, l'ARIPO ou bien l'OAPI, qui est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OEAD, qui est l'organisation eurasienne. Voilà. Et après, le brevet qu'on dit PCT, la procédure internationale. Alors, j'ai mis vraiment à titre purement informatif un budget estimatif des taxes à prévoir avec les honoraires. Parce que pour les brevets, je pense qu'on ne peut pas conseiller à une start-up de faire un dépôt toute seule. Donc, ça sera forcément accompagné. Donc, pour vous montrer quand même que c'est des choses qu'il faut clairement anticiper dans un budget, que les taxes de dépôt ne sont rien par rapport au budget global. Donc, pour un budget de dépôt français, on estime à peu près autour de 6 000 € le dépôt de brevets français, taxes et honoraires. Et après, vous voyez, pour l'Europe, on passe tout de suite dans des budgets à 29 000, etc. Donc, moi, ce que je dis, donc ça, c'est toute l'Europe, ce que je dis vraiment aux startups, c'est de demander des estimatifs sur 10 ans de combien pourrait leur coûter le dépôt de brevet à l'étranger. Sur la marque, c'est pareil, on a possibilité d'aller faire des dépôts directs auprès de chaque office des pays étrangers choisis. Mais comme on l'a dit pour les brevets, c'est pas très intéressant si on a plusieurs dépôts. Mais cette stratégie, il faut l'élaborer quand même avec son cabinet. On peut faire aussi un dépôt auprès d'un office régional, comme la marque de l'Union européenne, qui est très connue et qui, pour 1 000 € de taxes, vous visez les 27 pays de l'Union. Vous avez aussi l'OAPI, vous avez, donc là, c'est ce qu'on appelle les dépôts régionaux. Et après, le dépôt de marque internationale qui permet d'aller viser jusqu'à plus de 110 pays. Et là, si vous voulez, contrairement à la marque de l'Union européenne, la marque internationale va s'éclater en autant de titres nationaux qu'on aura visé de pays. Mais par contre, il faut savoir que, par exemple, c'est que toutes les marques françaises qui sont étendues par cette voie internationale vont être liées avec la marque internationale pendant 5 ans. C'est-à-dire que s'il y a une marque, la marque de base tombe, les autres marques tombent aussi. Donc, il peut être plus stratégique de choisir de faire un dépôt national, c'est-à-dire le premier cas. C'est ce qu'on recommande aussi, par exemple, pour les États-Unis ou pour la Chine. Parce que c'est souvent plus rapide. Le fait de déposer directement auprès de l'office chinois, il vous délivre directement un certificat sans taxe supplémentaire. Donc, vraiment, le choix des stratégies d'extension à l'étranger, elle dépend de la stratégie de l'entreprise et elle est à étudier aussi dès l'origine. Voilà, donc là, j'ai mis les coûts des taxes, j'ai pas mis les coûts des honoraires pour dire parce que là, on fait multiplier par 2 environ.
voilà, pour un dépôt français, 190 € pour un dépôt, une classe pour 10 ans, 40 € par classe supplémentaire. EIPO, 850 € pour 10 ans, c'est toute la marque de l'Union européenne. Voilà. Mais après, on a à disposition des calculateurs de taxes sur les offices concernés. Pour les dessins et modèles, c'est la même chose. C'est pareil, des délais de priorité, des dépôts directs auprès des offices quand c'est pas possible, parce que là, la procédure internationale, le système de la Haye, il est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de pays possibles. Par exemple, sur les la Chine, elle n'est pas en fait dans ce système de la Haye, alors que par exemple les US y sont. Donc voilà. Après, il y a des pays pour lesquels ça peut ne pas être intéressant de faire des dépôts de dessins modèles. Enfin, tout ça, il faut voir d'un point de vue stratégique. J'ai mis aussi le coût des procédures, mais vous aurez le PowerPoint. Et j'en viens à l'accompagnement de l'INPI et je vais laisser la parole en fait à ma collègue Caroline Rollhausen qui agit elle sur l'Afrique subsaharienne. Si elle veut bien nous parler de ses missions. Oui. Voilà. Merci Caroline. Je m'excuse déjà, je ne vais pas mettre ma caméra. Vous avez ma photo sur la slide de Caroline parce que vous l'imaginez bien, il fait très chaud à Abidjan, mais il pleut. Du coup, notre internet est un petit peu moins fonctionnel. Donc ça, c'est pour les réalités de nos pays. Donc, pour vous présenter un petit peu le réseau international de l'INPI, nous avons mis en place depuis près de 20 ans maintenant un réseau de conseillers internationaux. Ensemble, on est une dizaine, on couvre environ 100 pays parce que nous sommes tous régionaux. Nous sommes détachés au sein des ambassades de France. Parce que cela nous permet de vous faire bénéficier de l'ensemble du réseau ambassade au sein des ambassades de France, par exemple celle de Côte d'Ivoire. Nous avons accès à un attaché douanier, à un attaché de sécurité intérieure pour la gendarmerie, la police. Nous avons une délégation de Business France, le service économique évidemment. Donc tous ensemble, un magistrat de liaison, pardon, que je peux rajouter pour notre zone. Et donc, tous ensemble, nous sommes bien plus forts pour répondre aux demandes des entreprises françaises. Alors, vous pourrez le voir sur cette slide. Nous connaissons tous des réalités, des problématiques totalement différentes selon les zones dans lesquelles nous sommes placés. Julie en Chine et Charlotte aux USA ne font pas face aux mêmes demandes. Amandine qui est au Japon et Nelson qui est en Russie, de la même façon, n'ont pas les mêmes problématiques. Et c'est justement cet aspect qui doit vous intéresser parce que déposer un brevet, une marque en Chine a des spécificités différentes que de les déposer en Afrique dans la zone OAPI. Caroline, vous l'expliquez très bien dans la première partie de l'exposé. Les conditions sont très différentes et nous sommes là pour vous assister, pour vous sensibiliser et vous informer avant que vous entamiez vos démarches à l'étranger. Pour vous expliquer un petit peu nos moyens d'action, nous avons 3 missions principales. La première est d'assurer une coopération inter-office. À la base, je vous disais, le réseau international a une vingtaine d'années. Il s'agissait vraiment de former et d'élever le niveau de certains offices homologues par de la formation, du partage d'expériences, des transferts de compétences et de connaissances. Cela est encore vrai dans certaines zones comme la mienne, mais dans d'autres zones, il s'agit plus de coopération technique en vue d'harmoniser les droits de propriété intellectuelle et vous faciliter l'accès à des titres similaires ou du moins d'en maîtriser les différences. Notre deuxième mission est le soutien aux entreprises, aux startups françaises désireuses d'étendre leurs droits ou de s'implanter dans notre zone. Vous trouverez d'ailleurs sur le site de l'INPI un kit propriété industrielle, propriété intellectuelle par pays ou par zone qui doit vous donner les premiers éléments de contexte et de droit qui diffèrent, comme l'a précisé Caroline. Ouais, et nous sommes là.
Pardon? Avec les coûts, excuse-moi, je te coupe. C'est vrai qu'il y a les coûts sur ce que tu… Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Il y a les éléments de contexte, il y a les coûts, il y a le vade-mecum de la protection. Au-delà de ce kit, évidemment, nous pouvons assurer un relais vers l'office en question s'il y a des problématiques d'acquisition de droits, ou nous pouvons faire du lobbying pour vous faciliter certaines démarches, bien évidemment sans rentrer dans de l'ingérence, car nous ne donnons pas encore d'ordre à nos offices d'accueil. Selon les zones, et pour ma part, la troisième mission et mon action prioritaire, c'est la lutte contre la contrefaçon, là aussi via différents canaux, de la formation des magistrats, des douaniers, de la police, des autorités locales, de la mise en relation. Et pour exemple, nous venons de créer à Abidjan un club anti-contrefaçon destiné aux entreprises françaises, et qui vient d'aboutir à la mise en place d'un bureau de l'Union des fabricants à Abidjan au service des entreprises ivoiriennes et françaises. Donc vous retrouverez donc nos 3 volets d'accompagnement, le préventif avec de l'information, le réactif avec les relais et le lobbying, et le prospectif qui est plus de la coopération. En manière pratique, je l'ai précisé, nos zones font que nous ne sommes pas sollicités, bien évidemment, pour les mêmes raisons, parce que vous ne rencontrez pas les mêmes problèmes dans les différentes zones, vous n'aurez pas non plus les mêmes besoins. Et une fois encore, vous poserez certainement moins la question de protéger une innovation technologique en Afrique qu'aux États-Unis. Par contre, et ceci juste à titre d'exemple, si le territoire africain vous intéresse, je suis en mesure évidemment de vous assister, de vous donner les premiers éléments de contexte. En termes de dépôt, vous avez en Afrique, Caroline l'a précisé, 2 offices régionaux, un francophone, un anglophone, qui à eux deux, en globalisant 2 procédures uniques, peuvent protéger votre marque, votre brevet, votre titre sur 17 plus 21 pays. Donc, ce qui est quand même assez intéressant pour vous. Si vous devez faire appel à un mandataire local, sachez que tous les marabouts africains vous promettront d'être capables de déposer un brevet dans tous les pays du monde, dans toutes les langues du monde. Les vrais mandataires agréés et compétents sont bien moins nombreux, et il peut quand même être intéressant pour vous d'accéder aux personnes compétentes du premier coup, parce que sinon cela peut vous amener pas mal de problématiques. Idem pour les tarifications, hein. On va vous proposer ici toutes les tarifications qui peuvent exister, de 1000 francs CFA à 1 million de francs CFA. La coopération que nous menons avec les offices font également que nos relations sont très bonnes avec eux, et que si votre dossier s'est malencontreusement perdu sous la pile, on peut essayer d'aider à débloquer la procédure. Là encore, on dit bien qu'il ne s'agit pas d'infléchir les décisions de nos offices homologues, mais de pouvoir entamer plus facilement un échange procédural. Et cela va d'ailleurs dans les 2 sens. Pour l'Afrique, en termes de contrefaçon, évidemment, vous connaissez tous les problématiques africaines avec des faux médicaments, des faux alcools. Nous, en avril 2020, on avait déjà le vaccin contre le Covid. Donc, vous comprendrez aussi que dans ces zones-là, le fait de bénéficier via le relais de l'INPI à Abidjan pour ma part, doit vous aider à lutter plus efficacement contre la contrefaçon, notamment parce que nous avons accès à l'attaché douanier, comme je le disais, nous avons accès à l'attaché de sécurité intérieure, aux magistrats de liaison, et que si nous mettons tous nos réseaux en commun, ça vous ouvre quand même pas mal de portes. Donc, vous pouvez le voir, nous tentons de vous aider de façon très large dans une future implantation au travers de la propriété intellectuelle, évidemment. Mais pour cela, et ça a été dit par Caroline, votre titre et votre protection en France doit être irréprochable, en vigueur et forte.
Et c'est bien pour cela que les réseaux nationaux et internationaux vont de pair pour vous assister. Et nous sommes vraiment un second relais après votre délégation régionale. Et donc, je repasse la parole à Caroline qui va vous présenter les actions de l'INPI en France pour mieux accéder à l'international. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline, de cet éclairage très pratique. Rapidement, voilà, je vais passer sur l'accompagnement de l'INPI, mais en me focalisant sur plutôt 2 accompagnements qui vous concernent directement. C'est le programme Startup et le soutien financier qui a beaucoup de succès à l'INPI parce qu'il permet de financer des démarches à l'international. Alors, on a de manière générale, on a un accompagnement sur mesure qui permet de répondre aux besoins des entreprises, quelle que soit leur taille. Mais le programme Startup, il a l'intérêt, si vous voulez, d'être un programme sur 2 ans maxi. C'est pas une date qui est écrite, qui est gravée dans le marbre, mais simplement il permet un suivi de l'INPI, c'est-à-dire qu'il permet à peu près un rythme de 5-6 mois de remettre un plan d'action après chaque rendez-vous. Donc, ce qui permet de s'assurer de la réalité de la concrétisation des recommandations qu'a fait l'INPI et éventuellement, si les recommandations n'ont pas été suivies, d'essayer d'aider l'entreprise grâce aux aides ou à d'autres outils. Et éventuellement, si la pratique propriété industrielle s'est bien développée, une aide de soutien à l'innovation pour prouver les bonnes pratiques de l'entreprise peut être adressée par l'INPI. Le soutien financier appelé PASSPI, que certains connaissent parmi vous, on a aujourd'hui jusqu'à 15 prestations qui sont accompagnées. L'objectif, c'est de financer 50% des honoraires qui sont engagés pour la mise en œuvre de ces prestations. Nous, c'est pour vraiment aider l'entreprise à concrétiser la mise en place de ces démarches en propriété intellectuelle. Vous voyez qu'on intervient à tous les stades et notamment au stade de l'international. C'est là-dessus que je voulais me focaliser. Sur l'international, c'est-à-dire que pour toute extension de titre de propriété industrielle, que ce soit la marque, le dessin et modèle ou le brevet, l'extension à l'étranger peut bénéficier de cette aide à hauteur de 50% des coûts liés à la démarche d'extension. Donc, attention, pas les taxes, mais les honoraires. Voilà. Et 3 PASSPI peuvent être sollicités par une entreprise et 3 PASSPI de nature différente. C'est-à-dire qu'on peut effectuer une recherche brevet ou une veille brevet avec l'aide d'un PASSPI et ensuite faire l'extension du brevet, l'extension PCT. Les contrats aussi sont extrêmement sollicités, les contrats internationaux, version bilingue, contrats français aussi, mais dès lors qu'il y a de la propriété intellectuelle dedans. Et rapidement, la masterclass pays, qui est là une formation coaching pour mieux piloter sa stratégie, mais là qui s'adresse à des entreprises plus matures en propriété intellectuelle. L'année prochaine, on en fait une là, on va clôturer celle de 2021 là au mois de décembre, on en fera une l'année prochaine. Voilà. Voilà. Et vous avez mes coordonnées, mail et téléphone pour toute question, à la fois sur les démarches à l'international, les démarches de propriété intellectuelle et sur les aides, les accompagnements de l'INPI. Voilà. Et j'en ai terminé. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Peut-être, moi, je peux commencer, Caroline, peut-être sur les sollicitations de ces conseillers à l'international. Sur la pratique, en fait, on rentre en contact avec toi, avec la délégation en Nouvelle-Aquitaine, et après, tu nous mets en contact avec eux. Comment ça se passe, en fait, la mise en relation? Oui, alors, je dirais, vous pouvez les contacter directement. Vous voyez, vous avez leur mail.
le mieux, c'est de me mettre en copie parce que du coup, ça nous permet de faire le lien ou de me demander et moi, je vous mets en relation et pareil, je reste le lien. Donc, moi, souvent, c'est vrai que je leur écris et vous êtes en copie. Enfin, voilà, c'est pareil, hein, on est en contact régulier. Donc, c'est un peu à votre convenance. Soit vous les contactez directement, soit vous nous contactez. C'est bien qu'on soit informé, je dirais, qu'on soit au moins en copie. Après, on peut le faire aussi pour vous. On peut interroger. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'interroger directement la délégation en question. Et puis, on peut travailler de concert aussi. Donc, voilà. Surtout de ce que je comprends, c'est qu'une partie des frais associés à ces dépôts à l'international peuvent être pris en compte par la délégation via le passe-pays. Donc, du coup, c'est d'autant plus intéressant que tu sois dans la boucle. Comme ça, effectivement, tu peux prendre en charge une partie des dépenses de ces dépôts dans les pays en fait concernés. C'est ça, hein? Exactement. Exactement. OK. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou… peut-être, je peux aussi, Alexandre, peut-être aussi préciser peut-être deux, trois choses sur la partie service d'intelligence technologique. Je pense que ce qui est intéressant aussi au-delà effectivement des tarifs qui sont très intéressants, il y a aussi possibilité de remonter ces dépenses en fait dans votre programme d'innovation. C'est-à-dire que Alexandre, peut-être tu peux dire quelques mots sur les études que tu as pu faire pour justement alimenter des demandes de financement auprès de la région ou auprès de BPI-France, et également aussi la possibilité d'intégrer ces dépenses dans des programmes d'innovation. Tout comme les dépenses de propriété intellectuelle sont également, la plupart du temps, en fait, éligibles aux programmes d'innovation qu'on monte les uns les autres dans les technopoles pour des demandes de financement public. Oui, tout à fait, Nicolas. Effectivement, on a lancé en fait ce programme suite à un appel à projet de BPI France, voilà, pour mettre un petit peu les choses en contexte. Et jusqu'à 2022, en fait, ça nous permet de proposer ce service-là à un tarif relativement intéressant, dans la mesure où on peut appliquer une remise pour les startups qui sont accompagnées par une technopole, voilà, de la région Nouvelle-Aquitaine, une remise allant jusqu'à 80%. Que c'est relativement intéressant. Et sur ce reste à charge donc de 20%, comme le disait Nicolas, on peut avoir une remontée de dépenses et bénéficier encore de subventions sur ce 20% de reste à charge, ce qui fait qu'entre guillemets, il ne vous reste plus que 10% de reste à charge sur la valeur faciale entre guillemets de ces études. Donc c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que par rapport aux besoins en général qui nous sont remontés par rapport à ces études, déjà, bien sûr, il y a ce besoin de compréhension de l'écosystème en général mondial. Hein, voilà, comprendre comment se structure votre écosystème d'innovation, qui sont les concurrents qui se positionnent, est-ce qu'il y avait potentiellement des trous dans la raquette qu'on avait par rapport à cette compréhension. Et on voit apparaître certains acteurs qu'on ne sait pas être présents sur le domaine technologique. Et dans ce cas-là, des fois, c'est une mauvaise surprise. Donc, c'est hyper important, comme on a pu vous le répéter tout au long de ce workshop, de bien être au fait de votre écosystème et de savoir comment il évolue. Donc ça, c'est la première partie. Et c'est vrai que de savoir de façon factuelle comment se structure cet écosystème, ça vous permet de répondre justement à toutes les questions des financeurs, des investisseurs, du public, car vous montrez factuellement par une étude, hein, on peut pas entre guillemets vous réfuter par rapport à ça. De suite, vous avez les éléments de réponse, ça permet de favoriser vos dossiers de financement. Alors, je vois qu'il y a une question de Sandrine Doyen, voilà, qui demande quel est le coût moyen d'une étude. Alors, je vais peut-être partager une slide, comme ça sera plus rapide. Je vais partager, cela arrêtera le partage du compte des autres. Oui. Tac. Donc, je vais partager mon deuxième écran. Voilà. Et là, normalement, vous devrez avoir le prix des études qui s'affiche. Donc voilà, la valeur des prestations aussi en fonction de la typologie. Donc pour le diagnostic ou la veille, on a une valeur faciale de 1 500 €. Et en fait, le prix pour les startups accompagnées avec l'abattement de 80%, ça permet de tomber à 300 €. Sur une étude flash qui est à 5 000, parce qu'environ 5 jours de travail, on passe à un tarif de 1 000 €.
Et pour une étude approfondie, correspond à 12-15 jours de temps derrière, on passe à un tarif remisé à 3 000 euros. Sachant que sur ce reste à charge, comme le disait Nicolas, donc c'est 300, c'est 1 000 ou c'est 3 000 euros, eh ben on peut effectuer une remontée de dépenses derrière dans vos différents programmes et on peut avoir un reste à charge qui est entre guillemets de plus de 10-11%. Voilà, donc c'est relativement intéressant. Et cette offre peut également s'adresser aux alumni des différentes technopoles. Par contre, cette fois, la remise sera de 50%. Et ça s'adresse aux entreprises, donc aux jeunes entreprises innovantes de moins de 5 ans. Voilà pour notre périmètre d'action. Et comme on disait, c'est vraiment le périmètre Nouvelle-Aquitaine, auquel on peut proposer cette offre-là. Merci. Est-ce que du coup, vous avez quelques autres questions par rapport à ça Nicolas, si tu veux rajouter quelques éléments de réponse par rapport à ce qu'on a pu présenter? Non, je pense qu'après, s'il y a des questions, effectivement, c'est l'occasion de les poser à toi ou à Caroline ou autrement, effectivement, de vous solliciter peut-être en direct si jamais des questions plus précises en fait à poser à Caroline Marquet ou à Alexandre Brunet. Voilà. Je ne sais pas si Marc est toujours en ligne pour s'il souhaite dire un petit mot de la fin ou Marc a eu il a un autre rendez-vous, donc il vous demande de l'excuser. Il ne sera pas là pour clôturer le webinaire, malheureusement. Donc du coup, en tout cas, merci à tous de votre participation. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à Caroline et à ta collègue qui a pu mobiliser effectivement. Moi, je sais que dans le cadre de l'accompagnement d'Intech, on a pu mobiliser des conseillers en Chine, notamment sur des sujets. Et c'est vrai que ça reste des contacts privilégiés, très intéressants, qui sont sur place. Ils sont des très bons relais, effectivement, pour aider les startups de Nouvelle-Aquitaine. Merci encore.